Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du 14h de Radio J. Tout de suite, c'est l'heure du grand entretien. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris et professeur de relations internationales à la Paris School of Business. Vous avez publié à la rentrée Les 100 mots de la guerre, paru aux éditions Presse universitaire de France. Situation, Frédéric Ancel, extrêmement tendue ces jours-ci au Moyen-Orient. Après l'élimination du père du volet militaire du programme nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, vendredi près de Téhéran. L'Iran montre du doigt Israël et promet une riposte en temps venu. Hier, c'est un responsable des gardiens de la Révolution qui a été éliminé par un drone à la frontière syro-irakienne. Avant de revenir ensemble, Frédéric Ancel, sur le rôle joué par Mohsen Fakhrizadeh ces 20 dernières années en Iran, comment analysez-vous la séquence à laquelle nous assistons ? Alors d'abord, je vous dirais que c'est pas la première. En général, lorsqu'on est dans l'émotion, souvenez-vous de ce qui s'est passé l'an dernier avec l'élimination ciblée et totalement assumée pour le coup par les Américains du général Soleimani. On s'attendait à une séquence, pour reprendre votre terme très juste, extraordinairement agitée. En fait, la montagne a accouché d'une souris. Les Iraniens avaient promis, comme d'habitude et selon leur sémantique et leur rhétorique très fleurie, que les portes de l'enfer allaient s'ouvrir sous les pieds des Américains. En fait, ils ont frappé avec via quelques missiles, une base militaire vide, désaffectée en Irak. Bon, et ça s'est arrêté là. Donc, si vous voulez, on a affaire effectivement à un regain de tension, vous avez raison, mais c'est pas le premier ces dernières décennies et même pas ces dernières années, notamment sur ce dossier nucléaire qui est par définition toujours extrêmement sensible. Donc je vous dirais que cette séquence, elle n'est pas anodine, enfin sa gravité n'est pas anodine, mais encore une fois, sachons raison garder. C'est pas nouveau et surtout, je le dis souvent, à Téhéran, on a affaire à un régime qui, certes, pour partie, est composé de fanatiques, mais absolument pas d'imbéciles. Ce sont des gens qui connaissent bien les rapports de force et qui, en dépit de leur rhétorique que j'évoquais il y a un instant, sont globalement, je dis bien globalement, plutôt prudents. Et qui prennent, Frédéric Ancel, en compte le calendrier des semaines à venir, à savoir notamment l'installation d'un président démocrate à la Maison-Blanche ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans un timing qui n'est absolument pas favorable à l'Iran. En fait, paradoxalement, il ne lui est pas favorable pour une éventuelle riposte. À Téhéran, c'est wait and see parce que Biden, lui, a déjà annoncé, je pense qu'il le fera, il a déjà annoncé le retour des États-Unis dans le traité dans l'accord des 5+1 signé le 14 juillet 2015, dont s'était retiré en 2018 Trump. Ça ne veut absolument pas dire, entendez-moi bien, que Biden est favorable à l'acquisition par l'Iran d'une bombe. Ce serait un contresens absolument total. Il y a toujours été opposé, comme la sinon la totalité des hommes d'État à travers le monde, et je dis bien à travers le monde, y compris en Chine et en Russie. Donc, il ne veut pas la bombe iranienne, mais lui pense, contrairement à Trump, si tant est que Trump pensait, il pense que c'est en revenant dans cet accord, dont il a considéré qu'il était bon, de toute façon c'est Obama qui l'a signé, il en était le vice-président. Donc il l'a soutenu, et il pense que c'est dans le cadre de cet accord, qu'on parviendra de manière efficace à la non-obtention par l'Iran de la bombe. Maintenant, les Iraniens, eux, ils ont besoin de l'installation de ce nouveau président. Pourquoi ? Parce que si cet accord est effectivement, non pas renouvelé, il pourrait d'ailleurs être renouvelé, on pourrait y revenir. En tout cas, si on revient à la plénitude de cet accord, puisque les États-Unis, qui sont bien évidemment le membre le plus important parmi les signataires, reviennent aussi, eh bien, le régime iranien pourra enfin espérer voir la levée des sanctions. Et il faut toujours se souvenir que l'ennemi principal de l'Iran, c'est certainement pas l'Arabie Saoudite, Israël, le Pakistan ou que sais-je encore, c'est sa propre incapacité à nourrir correctement l'essentiel de sa population. Si il doit y avoir une véritable menace sur le régime islamique aujourd'hui au pouvoir à Téhéran, cette menace vient de l'intérieur et elle est sociale, davantage que militaire en provenance de l'extérieur. Frédéric Ancel, cette opération très sophistiquée est attribuée au Mossad, probablement avec l'assentiment de Donald Trump. L'objectif serait de contrarier, vous l'avez dit, le projet de relance des négociations nucléaires entre la communauté internationale et l'Iran sur la base d'un retour plus ou moins aménagé au JCPOA signé en 2015. Quelle pourrait être, pour l'instant, aucune réaction n'a été formulée par les membres de la future administration démocrate. Mais comment pourrait réagir Joe Biden à ces différentes opérations qui pourraient malgré tout contrarier les débuts de sa future diplomatie ?
Alors, c'est une question importante et en même temps, il est difficile d'y répondre. Pourquoi ? D'abord parce que l'administration, elle n'est pas encore en place, elle le sera en janvier, et c'est pas faute d'avoir demandé à Trump les clés. Et pour l'instant, les clés, il les donne que de manière très parcimonieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, la séquence, pour reprendre votre terme de tout à l'heure, elle se poursuit au moins jusqu'à fin janvier, et on est début décembre. Donc, c'est long. C'est long. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il n'est absolument pas dit que l'Iran et le Moyen-Orient de manière générale seront là où les priorités de Joe Biden. On peut même imaginer le contraire. C'est-à-dire que ces dernières années, le fameux pivot américain qui a commencé certainement pas avec Trump, mais au début du premier mandat de Barack Obama, donc ça commence à remonter, ce fameux pivot vers l'Indo-Pacifique, il va se poursuivre avec Biden. C'est une certitude. Autrement dit, en matière d'affaires étrangères, et je ne parle que des affaires étrangères, vous savez à quel point la situation interne aux États-Unis est gravissime, mais ne parlons que des affaires étrangères dont le président devra bien évidemment auquel il devra s'intéresser, bien évidemment, le Moyen-Orient ne sera pas sa priorité. Et au sein de cette région, est-ce que l'Iran sera sa priorité? On n'en est même pas sûr. Donc vous voyez, encore une fois, on est aujourd'hui dans l'émotion, et on se dit, tous les matins où Joe Biden se lève, il se dit, mais enfin, qu'est-ce qui va se passer avec l'Iran? Je ne le crois pas. Je crois pour l'instant que ce n'est pas parmi ses toutes premières priorités. Autrement dit, et je vous réponds, alors c'est une hypothèse qui peut se tenir, si Benjamin Netanyahou et son gouvernement comptent sur ce genre d'action pour tenter d'empêcher, pour prévenir, pour avertir en quelque sorte Joe Biden qu'il ne faut pas revenir dans le cadre du traité de 2015, je ne suis pas certain que ça soit le meilleur moyen, pas tellement parce que ça va irriter Joe Biden, mais sachant que de toute façon le Sénat sera vraisemblablement républicain, donc encore plus favorable à Israël, mais parce que c'est sans doute aujourd'hui pas du tout sa priorité. Une dernière question, Frédéric Ancel. Est-ce que la mort de Mohsen Fakhrizadeh peut ralentir, au moins à court terme, l'avancée du programme nucléaire iranien? Alors, je ne le crois pas. Quand on dit que ça a été le père de la bombe qui n'existe pas, mais en tout cas le père du processus de nucléarisation potentiellement militaire, c'est vrai, mais le niveau de technicité de l'Iran, il ne faut jamais l'oublier, est très élevé. Lui-même a formé d'autres ingénieurs, et je rappelle que d'autres ingénieurs nucléaires, sur ces dernières décennies, ont subi des avanies, et parfois sont passés dans un monde meilleur de manière prématurée, de façon assez stupéfiante. Donc, en réalité, lui, d'un point de vue technique, logistique, non, sa mort ne changera rien, sauf que sur le plan logistique, technique, militaire et donc quelque part politique, l'Iran démontre une incurie, c'est-à-dire une incapacité à protéger ses piliers, parce que c'était quand même le pilier de cette démarche nucléaire, et puis c'était l'un des piliers en quelque sorte, alors non pas du régime au sens où c'était un politique, ce n'était pas un politique, mais c'était un Basiji, autrement dit, idéologiquement, c'était quelqu'un qui soutenait à fond le régime. C'était pas un ingénieur qu'on obligeait en prenant plus ou moins en otage sa famille à travailler à Téhéran, pas du tout. Donc de ce point de vue-là, l'Iran a subi un échec qui, aux yeux du monde, le discrédite ou le décrédibilise. Et c'est la raison pour laquelle, sur le plan, et je vous réponds d'un mot, sur le plan technique, non, ça ne changera pas. Mais sur le plan politique, il n'est pas du tout évident que le régime au pouvoir ne se dise pas, là, on va temporiser, parce que la prochaine fois, ce seront nos machines, ce seront nos centrifugeuses. Merci beaucoup, Frédéric Ancel, d'avoir été mon invité. C'était un plaisir de vous recevoir à nouveau à cette antenne. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les 100 mots de la guerre, paru aux presses universitaires de France. Bon après-midi.